Une habitude ne devient une habitude que quand ça devient plus difficile de ne pas le faire que de le faire. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue. Nabil Tatankoua est avec nous. What's up, Nabil? What's up, everybody? J'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle ambiance, nouveau décor. Et toujours même enseignement, malheureusement. Nouvelle casquette. Ah, exactement, on a investi. Nouvelle casquette, nouveau profilage. La casquette Tatankoua vient de sortir. Exactement, la casquette Tatankoua va envoyer du lourd. On a mis du temps pour la designer, mais là, elle est sortie, c'est bon. Nabil, formateur et conférencier, Révélation 2019, transmetteur d'outils qui améliorent le quotidien des gens, spécialiste de l'ancrage des habitudes. On va voir justement ce matin comment on ancre des habitudes. Vous êtes l'une des 2 personnes que je connaisse qui répondent à 5h le matin. La première, c'est Nadia El Bouga, et il y a vous. Ça fait plaisir. Vous êtes les 2 seules personnes qui sont levées à 5h du matin. On essaye d'incarner le message qu'on transmet. Ouais. Qu'est-ce que vous faites à 5h du matin, vous, Nabil? J'ai pas mal de choses à faire. 5h du matin, lecture, sport... un peu de méditation, de la prière. Je vous la donne dans l'ordre, dans le désordre, comme vous voulez. Quintet plus, dans tous les coups, ça marche. Ouais. Ça, c'est jusqu'à 7h? C'est jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 7h, ouais. 7h15 exactement. Donc, vraiment, ces 2 premières heures de la journée, elles sont pour vous? Ouais, c'est la base de toute chose. Après, en fait, je suis pas dispo. Donc, je me suis dit, soit je fais pas, soit j'aménage et je fais. Donc, du coup, 5h, ça me va. 2 possibilités. Soit on se dit, ouais, j'ai pas le choix. Soit on se donne les moyens, on le fait. C'est un peu difficile au début, mais tout est difficile jusqu'à ce que ça devienne facile. Donc, ça fait partie du process. 5h, morning routine, comme on dit. Exactement, la morning routine. Mais sauf qu'on nous dit souvent morning routine, mais on nous dit pas comment faire. Après, va dire à quelqu'un de se réveiller à 5h si toute sa vie il a l'habitude de se réveiller à 9h, ça pique un peu. Ouais. Il y a un process, on dévoile un peu le process, petit à petit. Vous êtes un communicateur né, Nabil. Alors vous avez eu une autre vie. Hein, vous êtes chauffeur de taxi, mais vous êtes spécialisé. Exactement. En fait, vous transportez des malades. Exactement, spécialisé dans le transport de personnes malades. Ça fait quelques années, on a décidé de se spécialiser dans le transport de personnes malades. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'est ce qui me faisait vibrer. Donc petit à petit, j'ai décidé de ne faire que ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que bizarrement, ça va vous paraître peut-être bizarre, mais quand je fais du taxi, je travaille pas en fait. Je travaille pas, je fais ce que je kiffe. C'est mon kiff. Donc, qu'est-ce que vous aimez dans votre métier? Il y a pas mal de choses. Déjà, la communication, l'échange, l'être humain. Ça, c'est la base de toute chose, selon moi. Et surtout, il y a un truc qui est assez bizarre avec le taxi, c'est qu'à chaque fois que les gens montent dans le taxi, on dirait une espèce de confessionnal. Donc, on se confie assez souvent au taxi et on se dit, bon, on va plus le voir, c'est un one-shot. Donc, chacun monte avec ses problèmes divers et variés. Et j'adore essayer de remettre les phases du Rubik's Cube en ordre, comme j'aime à dire. Mais les gens qui parlent à un chauffeur taxi parlent à un dos? Non, pas forcément en fait. Pas forcément. Des fois, quand c'est des personnes malades, les 3/4, 90% du temps, elles préfèrent monter devant. Ils sont à côté de vous? Ouais, montent devant en fait, parce que derrière, il y a plein de choses qui font qu'il y en a qui peuvent pas mettre la ceinture parce qu'ils ont des cathéters, vous savez, pour la chimio. Pour les chimios, ouais. Exactement. Et puis la plupart derrière, en fait, ils aiment pas trop parce que voilà, ça leur donne envie de vomir. Donc ils montent devant et finalement, en fait, c'est ni un transport pour eux, ni un taf pour moi. Ils ont l'impression d'être avec un pote, c'est cool. Et puis moi, je suis avec des gens que j'apprécie et c'est cool aussi. Mais quelles sont les leçons de vie que vous apprenez en parlant avec les malades? Tout ça, je l'ai résumé en une phrase que je dis souvent, c'est fais attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Ça, c'est vraiment, j'ai scindé des années et des années de transport de personnes malades. Et c'est vraiment... D'ailleurs, là, je pourrais arrêter l'émission tout de suite. 9h03, ça fait 3 minutes, fais attention que... Ça m'arrange pas. Non, mais vous inquiétez pas, on peut envoyer encore. Mais en grosso modo, fais attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Si vous préférez, j'ai résumé des années, des milliers, vraiment des milliers de personnes que j'ai pu transporter. Personnes malades, je parle, bien entendu. Souvent, c'est toujours le même feedback, en fait. C'est toujours, quelle que soit la problématique ou la maladie par laquelle ils sont atteints, c'est quasiment tout le temps le même son de cloche. J'ai planifié, je me suis dit, tatati, je vais faire ci à la retraite, je vais faire ça, et puis un jour, toc, 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 oui, c'est la maladie, là, il n'y a plus de planification. Et le truc qui revient tout le temps, même constamment, c'est je regrette. J'aurais dû faire ça avant. Le truc, c'est que tu fais des plans sur la comète, tu planifies, mais qui t'a dit que tu seras là demain? Donc c'est toujours le même truc. Ça, je l'ai entendu vraiment des centaines et des centaines de fois. Si j'ai un conseil à vous donner, mon fils, si j'ai un conseil à vous donner, mon ami, faites ce que vous avez envie de faire maintenant, en fait. Ne remettez pas à plus tard. Donc je l'ai scindé en une phrase qui est fais attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Et qu'est-ce qui revient dans les regrets, dans les premiers regrets? C'est quoi?
Il y a pas mal de... Escalader l'Everest. Non, il y a deux trucs après, c'est simplement ma perception des choses. Mais les deux choses qui reviennent assez souvent, c'est le voyage. Ah, j'aurais aimé aller là. Par exemple, là, tiens, un truc qui me revient en tête. Il y a une dame, une fois, qui toute sa vie avait envie d'aller à New York. Et qui, financièrement parlant, en a les moyens larges. Sauf qu'elle me dit, oui, plus tard, là, j'ai pas le temps. Sauf qu'aujourd'hui, elle travaille avec elle des bouteilles d'oxygène. Big up à elle si elle m'entend. Et en fait, elle peut pas prendre l'avion. Son état de santé ne peut pas. Elle m'a dit, mais si vous saviez le nombre de fois où j'ai pu aller à New York et j'ai pas voulu y aller, je me suis dit plus tard, et maintenant, aujourd'hui, je peux pas. Donc, les voyages, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses qui revient assez souvent, c'est des liens avec la famille. Vous savez, le conflit familial qui fait que des fois, on campe sur ses positions, sauf que quand la maladie elle vient, là, c'est plus, y a plus le temps de... Il n'y a plus de demain. De se reparler. Exactement, c'est assez complexe. Voilà, c'est assez complexe parce qu'après, en fait, le feedback n'est plus le même. Tu dis, bon, bah là, elle passe au confession, voilà, c'est parce qu'elle est malade, c'est parce que si, ça. Alors qu'en réalité, elle avait ça en elle. Elle aurait pu le dire depuis 2, 3, 5, 10 ans. Mais je disais plus tard. Mais sauf que maintenant, ah ouais, le chrono, il est lancé. Et puis, enfin, quand je dis le chrono est lancé, c'est dans les mains de quelqu'un d'autre que ça appartient, tout ça. Et vous, en tant que chauffeur, assis à côté de ces personnes, comment est-ce que vous les aidez Ah, c'est du réconfort, beaucoup. Beaucoup, c'est du réconfort. Et puis surtout, j'essaye de les extirper un peu de leur... c'est comme s'ils étaient bloqués dans une pièce, dans leur tête. Et voilà, je suis bloqué. Donc on apporte de la joie, on apporte de la bonne humeur. Je remets un peu les phases dans l'ordre. Comme je vous l'avais déjà dit, enfin je sais pas, peut-être pour les gens qui me connaissent pas, mais j'ai été me former à la programmation neurolinguistique. Je me suis formé à la programmation neurolinguistique, à l'analyse transactionnelle, à l'énéagramme. Tout ça, c'est des outils qui permettent de comprendre l'être humain. Et donc du coup... je les fais cheminer dans leur tête jusqu'à ce qu'ils trouvent la réponse par eux-mêmes. Mais finalement, les chauffeurs de taxi sont des bons coachs et des bons analystes. Pas tous, forcément. Souvent. Il en est pour qui. Tout dépend de quelle manière vous voyez le problème. Il y en a qui voient ça comme un métier simplement pour faire de l'argent. Il y en a qui n'ont pas envie de parler. Moi, j'ai pas mal de collègues, par exemple, ça les gave. Oh là là, maladie, me raconte sa vie et tout. Donc ça dépend de tout à chacun. Moi je kiffe, donc en l'occurrence c'est fait pour moi. C'est compliqué, hein. Quand on n'aime pas que quelqu'un nous parle, quand on est au volant, c'est compliqué. Vous pouvez monter, c'est indéniable. Vous pouvez monter dans une voiture, le chauffeur il écoute la musique, il vous donne ni l'heure ni comment. C'est point A, point B, basta. Comme à l'inverse, exactement, il peut y avoir la même chose à l'inverse. Il y a des fois où des chauffeurs de taxi ont envie de discuter avec les clients, mais le client il monte, il a pas envie de parler. Donc le truc c'est de les amener en fait. Bon, après, j'ai mes techniques, mais tu peux les amener à discuter. C'est dire. Je pense que c'est plus agréable. Des petites phrases, des petites choses, un petit smiley, et puis finalement, une fois que la porte elle est ouverte, hop, on peut rentrer. Mais ne jamais forcer quand quelqu'un n'a pas envie de parler, tu le sais. Mais généralement, tu le sais un peu dans l'attitude du visage. Mais c'est un truc que tu décryptes en réalité. Petit à petit. Pourquoi la personne elle est fermée Il y en a qui n'ont pas envie de discuter. Vous savez pas ce qu'il y a. Chacun il monte avec son bagage, pas simplement le bagage qu'il met dans le coffre, son bagage émotionnel, son bagage de la vie, ses problématiques. Et puis des fois, la personne, tu peux te dire, le chauffeur peut se dire, ah non, vas-y, elle est relou, elle n'a pas envie de parler, mais tu sais même pas ce qu'elle vient de subir, tu sais même pas ce qu'elle a dans sa tête. La personne elle est avec toi physiquement, mais en réalité elle est même pas là. Vous pouvez parler des fois, dire, ah pardon, vous me parliez à moi, je pensais qu'ils sont pas là. Donc, mais ça s'apprend. Alors Nabil, vous êtes devenu le spécialiste de l'ancrage des habitudes. Quelle est l'habitude que vous avez prise, la nouvelle habitude que vous avez prise cette année? Habitude. Maintenant, c'est assez. En 2019. Maintenant, ça me fait rigoler parce que maintenant que je connais le process et que je l'enseigne en soi, je peux en créer quasiment n'importe quelle habitude. Donc c'est un peu easy, c'est biaisé. Ça marche sur vous alors? Moi, ça marche sur moi. Mais comme je vous l'ai dit, incarner le message que je transmets, c'est la base de toute chose. Je peux pas vous dire de faire quelque chose et je le fais pas moi. Donc en l'occurrence, vous me parliez de 5h du matin. Pour les gens qui... Faut savoir que souvent, quand on me voit à 5h du matin, on me dit ouais, non, mais parce que tu dois te... Non. Tu m'appelles un dimanche, j'ai rien, je travaille pas, je suis en day off, et puis je suis à 5h du mat. Je me lève pas à ça. En fait, je me lève pas à 5h du mat parce que je dois travailler. Je me lève à 5h du mat parce que j'ai rendez-vous avec moi, en fait. J'ai rendez-vous avec mon avenir. C'est ça, c'est la base de toute chose. Si tu te lèves parce que... Là, tiens... Là, vous avez remarqué, il a passé la vitesse supérieure, là. Ouais, ça y est, en fait, on était assis dans la voiture, on était pépère, relax, tu vois. Je me suis dit, non, mais voilà, par exemple... On était dans le charan, tranquille, et puis là, hop. Non, parce que j'ai un débit de parole, il est assez rapide. Et je me suis dit, Nabil, canalise-toi, donne du... cool, tout ça. Mais en réalité, je suis plus comme ça dans la vie de tous les jours. Donc, comme je disais, il n'y a pas très longtemps, je discutais avec quelqu'un. Je lui envoie, donc en l'occurrence, je poste sur mes stories Insta à 5h du mat. Et il y en a un qui me dit, moi, je suis réveillé depuis 4h. Je dis, ok, c'est cool et tout. Je dis, mais pourquoi t'es réveillé depuis 4h? Il me dit, parce que je vais au taf, ça. Je dis, ok, mais moi, j'ai pas de taf, en fait. Tu vois, je suis levé depuis 5h, mais j'ai rien. En vérité, je peux me lever à 10h si je veux.
Elle est où la différence? Et avant ça, je lui ai dit, ok, les journées où tu travailles pas, tu te lèves à quelle heure? Il m'a dit, ouais, quand je travaille pas, c'est 9h30, 10h. Je lui ai dit, ok. Bah, moi, je me lève à 5h et j'ai pas de taf. On fait comment? Elle m'a dit, ah ouais, tu vois la différence entre quand tu te lèves pour quelqu'un et moi, je me lève pour moi, en fait. Pour moi. Et comme je vous l'ai dit, je peux pas transmettre un message si je l'incarne pas. Donc, c'est cool. Alors, les gens qui aimeraient se lever plus tôt, justement, tous les matins pour avoir du temps pour eux, peut-être pour apprendre une langue, pour aller courir, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour ancrer l'habitude? Faudrait qu'on parle des habitudes, parce que l'habitude, faut bien faire la différence entre une habitude et une action à répétition. Déjà, c'est deux choses bien distinctes. C'est quoi la différence? Souvent, en fait, quand je discute avec des gens, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, j'ai essayé de fixer telle habitude, mais en réalité, ils n'ont pas réussi à la fixer. Pourquoi? C'est pas une habitude, en fait. C'est une action à répétition. Une action à répétition, tu fais ça quand il y a une deadline. Je vous donne un exemple. Vous me parliez de courir, justement. Quelqu'un qui, par exemple, tu prépares une course. Peu importe, t'as pas l'habitude. On va dire mois d'avril, marathon de Paris. Exactement. Voilà. Mois d'avril, tu prépares le marathon de Paris, donc tu dis, ok, je vais courir 4 à 5 fois par semaine pendant les 2 prochains mois parce qu'il faut que je prépare le marathon. Il y a de fortes chances qu'une fois passé le marathon, tu cavales plus 4 à 5 mois par semaine. 4 à 5 fois. Parce qu'en fait, c'était par rapport à une deadline. Une fois que la deadline, c'est pas une habitude. Tu fais ça par rapport à un objectif à atteindre. Exactement, à une deadline. Une fois que la deadline est passée, y a plus, c'est pas une habitude. Et souvent les gens en fait ils restent basés. Pourquoi ils font ça? Parce que les gens souvent ils restent basés sur le fixer une habitude en 21 jours. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas, ça se dit ici et là, il faut 21 jours pour fixer une habitude, 21 jours, sauf que 21 jours ah ouais, ça n'existe pas 21 jours. En vérité, c'est beaucoup plus que 21 jours. Ouais. Sauf que c'est une étude réelle en fait, mais qui a été reprise ici et là et tout par pas mal de gens. Ça concernait la chirurgie esthétique. Exactement. Si vous voulez l'exégèse de cette étude-là, c'est dans les années 50, il y a un chirurgien qui s'appelait le docteur Maltz, M-A-L-T-Z me semble-t-il, qui était chirurgien plasticien. Et ce mec-là, en fait, qui était chirurgien, il s'est rendu compte que quand il faisait des chirurgies sur ses patients, les patients mettaient en moyenne 21 jours pour s'habituer à leur nouveau visage. Nouveau nez, nouvelle poitrine, nouvelle pommette et tout. Et donc de là, il en a déduit qu'il fallait 21 jours pour figer une habitude. Et suite à ça, le docteur Maltz, il a publié un livre qui s'appelle Psycho-cybernétique, me semble-t-il. Une dizaine d'années plus tard, dans les années 60, c'est un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, où il parlait de justement figer une habitude en 21 jours. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont repris. Ça c'est dit pour les gens pour s'arrêter de fumer à une époque. Exactement, sauf que les récentes recherches en neurosciences, notamment à la London College University, il me semble, il y a le docteur Philippe Alali qui avait fait une expérience sur 96 personnes, et il s'est rendu compte qu'en réalité, on n'était pas sur 21 jours, on était plutôt sur 66 jours. 66 jours. Et il a essayé d'en créer une habitude. Ça fait un peu plus de 2 mois, quoi. Exactement, on est sur du 2 mois. On est sur du 2 mois, et c'est la moyenne. C'est la moyenne. Et sur des habitudes simples, des trucs tels que boire 1 litre d'eau pendant le repas. Ok, tu vas prendre l'habitude de boire 1 litre d'eau pendant le repas. On n'est pas sur du se lever à 5h du mat quand tu as l'habitude. Bois 1 litre d'eau. Et le temps que ça devienne une habitude, 66 jours. Donc on est un peu loin des 21 jours. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, ouais, non, mais au bout de 20 jours, j'ai pas réussi. Mais c'est normal, en fait, t'es pas rentré dans le cercle encore. Donc, ça prend du temps. Exactement, ça prend du temps, mais après, tout dépend. Enfin, ça prend du temps, tout est relatif en réalité. Parce qu'une fois qu'une habitude, elle est figée. Une habitude, une fois qu'elle est là, elle se perd jamais. Je parle bien d'une habitude. En fait, une habitude ne se perd jamais. Ça, c'est un truc, il faut le noter quelque part. C'est définitif, une fois que c'est ancré. Exactement. C'est pour la même raison que si tu as appris à conduire une voiture, tu peux ne pas conduire pendant 4-5 piges, tu reviens, tu sais toujours conduire en fait. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il s'est dit que c'était important, donc il a figé ça dans une autre partie du cerveau. C'est pour la même raison que des patients qui sont atteints d'Alzheimer, à un moment donné, ils ont... tu te rends compte qu'il y a un problème sur la mémoire, en fait c'est sur leur mémoire à court terme, et que le mec il se rappelle de faire un truc qu'il avait fait il y a 30 ou 40 ans. Pourquoi ? Parce que c'est pas stocké au même endroit. Donc une habitude, elle est jamais réellement effacée. Une fois qu'elle est là, elle est ancrée ad vitam aeternam. Ouais, c'est pour ça que les malades d'Alzheimer savent toujours conduire, il y a plein de trucs, parce que c'est pas stocké au même endroit. Ça, c'est la base de toute chose. Et d'ailleurs, c'est pareil, c'est la même chose pour les mauvaises habitudes. On parlait d'une habitude comme le fait de se lever plus tôt le matin. Est-ce que vous avez un hack, Nabil ? Ouais, bien sûr. Ça, c'est un truc qui revient assez souvent. Déjà, la première des choses, parce que voilà, là, faut aller aux fondamentaux, entre guillemets. Quand je discute avec les gens, ils disent ouais, j'aimerais bien me lever plus tôt le matin, mais j'arrive pas. Ok, ça, c'est le constat. Déjà, ça part d'une bonne intention, t'as envie de te lever plus tôt, mais t'arrives pas. Mais la vraie question, c'est pourquoi tu veux te lever plus tôt, en fait ? Bah ouais. Parce que si tu te lèves plus tôt et que t'as rien à faire, il y a de fortes chances que tu retournes dormir. Je me dis ouais, je veux me lever à 5h. Ouais, mais si tu te lèves à 5h pour tourner les pouces,
tu vas retourner dans le lit, c'est illico presto. Donc déjà, prends le temps de définir pourquoi tu veux te lever le matin. Et c'est une vraie question, hein, je vous dis ça parce que je l'ai déjà posé plusieurs fois. Ok, c'est super, tu veux te lever tôt le matin. Et en quoi c'est important pour toi de te lever tôt le matin? Parce que les autres le font, parce que c'est la mode. Ah ouais, mais là t'es plus sur toi en fait. Parce que les autres font, mais toi, d'accord, admettons, demain tu te lèves 2 heures plus tôt, c'est quoi? D'abord, prends le temps de définir. Une fois que tu as défini, ok, c'est pour ça, c'est pour ci, pour ça, peu importe, parce que par exemple, tu veux rentrer une routine matinale. Tiens, je vais vous donner une technique pour répondre à votre question directement. Admettons, tu veux te lever 1 heure plus tôt. Ok, 1 heure plus tôt, c'est cool. En 1 heure, tu peux inclure un peu de sport, tu peux inclure de la lecture, de la méditation, il y a pas mal de choses. Bah, tu sais ce que tu fais? Tu commences par mettre ton réveil 2 minutes plus tôt. Chaque jour. C'est un peu comme l'histoire de la caféine tout à l'heure avec Marlène. 2 minutes plus tôt chaque jour. Pourquoi? Parce que 2 minutes plus tôt, admettons, tu te réveilles à 7h. Si tu mets ton réveil à 6h58, il n'y a rien qui change en vrai. 2 minutes, ça va pas faire la différence, ça va pas beaucoup t'embêter. Sauf que 2 minutes tous les jours, c'est un peu la méthode Kaizen. En fait, la méthode dite des petits pas. 2 minutes plus 2 minutes plus 2 minutes, bah, au bout de 30 jours, tu as 1 heure. Et tu l'as même pas senti. Donc dis-toi que si tu es capable de te lever 2 minutes plus tôt par jour, 2 minutes, c'est rien. Pendant 1 mois, et ben, au bout d'1 mois, en fait, ça y est, tu as gratté 1 heure. Et tu l'as ad vitam aeternam, en fait. Tu peux le faire tout le temps. Donc juste, par exemple, pour en revenir à votre question, mets ton réveil 2 minutes plus tôt par jour. Après, si t'es pas capable de mettre ton réveil 2 minutes plus tôt par jour, là, on est dans autre chose. Là, c'est autre chose. C'est vraiment que t'as pas envie de le faire. Mais si vraiment t'as envie de le faire, il y a une méthode simple, et celle-là, je l'ai faite à je ne sais combien de personnes qui m'ont demandé. C'est simple et c'est efficace. 2 minutes par jour, au bout de 30 jours, t'as 1 heure. Ça, c'est tords-le dans tous les sens. C'est comme ça. Mais encore une fois, il faut avoir une bonne raison. Encore une fois, il faut avoir une raison, bien sûr. Mais déjà, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets des petites étapes, en fait. C'est que, par exemple, tu te mets 2 minutes par jour. D'accord. Bah, au bout de 6 jours, déjà, par exemple, tu as 12 minutes. Ah, ok, qu'est-ce que je peux inclure déjà dans ces premières 12 minutes? Ah, 12 minutes, c'est cool, je peux faire 12 minutes de lecture. Ok, c'est mortel. Donc, déjà, au bout de 6 jours, tu sais que tu as 12 minutes de lecture. Et pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas l'habitude de lire, en réalité, tu peux bénéficier de l'effet cumulé. Par exemple, au début, tu lis que 10 minutes, que 12 minutes. Et petit à petit, tu augmentes comme ça. Après, une fois que tu as 20 minutes, tu peux mettre 5 minutes de sport. Ça peut être un petit peu des pompes, un petit peu de trucs. Après, tu peux mettre 5 minutes de méditation ou commencer par la méditation. Après, c'est à la guise de l'imaginaire. Mais petit à petit, et comme ça, tu le sens pas du tout. Parce que si tu veux commencer comme ton pote ou comme ton amie qui, elle se lève à 5h du mat, elle sort cavaler dehors et tout, bah, y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Et en réalité, en fait, tu verras qu'une habitude ne devient une habitude que quand ça devient plus difficile de ne pas le faire que de le faire. Et c'est là, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui te disent, ouais, j'ai l'habitude de... Non, c'est pas une habitude. Une habitude, d'ailleurs, notez-le quelque part si vous voulez, une habitude ne devient une habitude que quand ça devient plus difficile de ne pas le faire que de le faire. Vous prenez n'importe qui a l'habitude de faire, tiens, pour prendre le sport, par exemple, vous prenez un mec ou une nana qui a l'habitude d'aller courir le matin, je peux vous assurer que le jour où elle va pas faire son sport, elle est pas bien. Elle est vraiment pas bien. Elle est en mode, ouais, j'ai pas été couru ce matin, un peu comme Marlène tout à l'heure, qui quand elle se réveille pas, voilà, ça c'est une habitude. Elle est pas bien, ouais. Tu sens que ça te démange. Et une habitude ne devient une habitude que quand ça devient plus difficile de ne pas le faire que de le faire.